Ah, cette silhouette, on la connaît tous, hein. Massive comme ça, qui sort de l'océan. Fort Boyard, Exactement. un nom qui évoque autant l'histoire, la pierre, que le jeu télévisé, quoi. Celui qui a marqué des générations. Carrément. Et au cœur de tout ça, pendant plus de 20 ans, une figure, Olivier Mine. Oui, Et là, son départ récent en France Télévisions pour M6. ça marque un vrai tournant quand même. C'est l'occasion parfaite, je trouve, pour creuser un peu tout ça. Ah oui, absolument. Et pour ça, on a pas mal de matière, figure-toi. Des documents sur l'histoire, assez folle du fort lui-même, Ah oui, depuis sa conception jusqu'au projet de restauration d'aujourd'hui. Et puis évidemment, on va plonger dans les 35 ans de l'émission. bien sûr. Son évolution, ses petits secrets, et aussi des éléments sur Olivier Mine, son parcours et surtout ce qu'on dit de son départ récent, les raisons, les conséquences. Ok, donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre ce lien, cette relation presque fusionnelle, hein, Oui, c'est ça. entre ce lieu qui est quand même hors norme, Ah ça. cette émission devenue culte, et puis l'animateur qui l'a incarné pendant si longtemps. Comment tout ça a fonctionné et qu'est-ce que ça veut dire ce changement maintenant? Bonne question. Allez, on se lance dans cette analyse croisée. Parfait. Commençons par les fondations, si j'ose dire. Oui, Le fort lui-même, son histoire est assez incroyable en fait. L'idée de départ, ça remonte au XVIIe siècle. ah oui quand même. Oui, sous Louis XIV. Le but, c'était de protéger l'arsenal de Rochefort, Stratégique à l'époque. hyper stratégique pour la marine royale. Mais le problème, c'est qu'entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron, il y avait une zone Une passe. où les canons de l'époque ne portaient pas assez loin. Ah, le point faible. Exactement. Le vrai talon d'Achille face aux Anglais, quoi. Logique sur le papier, mais j'imagine que la réalisation, ça n'a pas été simple. Ah ben non, pas du tout. Le projet, il est resté dans les tiroirs pendant plus d'un siècle. Un siècle. Oui. C'est Napoléon Ier qui le relance au début du 19e. Le chantier commence en 1804 sur un banc de sable, la Longe de Boyard. Sur du sable, en pleine mer. La galère. Imagine les difficultés techniques. Fallait créer un socle de rocher artificiel, puis utiliser ce qu'on appelait des caissons. Des caissons. Oui, en gros, d'énormes boîtes étanches qu'on remplissait de pierres de maçonnerie pour faire les fondations sous l'eau. Un truc de fou, un travail de titan. Et tout le temps interrompu. Les tempêtes, les problèmes d'argent, et même les guerres. Ah oui. Bah oui, il y a eu la bataille des Brûlots en 1809. Désastreuse. Une flotte française détruite par des navires anglais incendiaires juste là, sous les yeux du fort, qui n'était même pas fini. Terrible. Et ça a pris combien de temps en tout alors pour le construire? Les travaux sérieux ne reprennent que sous Louis-Philippe, vers 1840. Donc au final, la construction, elle s'est étalée sur presque 60 ans. 60 ans, oui. Pour arriver à ce vaisseau de pierre impressionnant, hein. 68 mètres de long, 31 de large, des murs de 20 mètres de haut. Sauf que, il y a un sauf que. Ah oui, l'ironie de l'histoire. Quand il est enfin terminé, vers 1857, les progrès de l'artillerie ont été tellement rapides que les canons sur la côte pouvaient enfin couvrir toute la zone. Non. Si, le fort était devenu inutile, avant même d'avoir servi. Le fameux fort de l'inutile, c'est ça. Incroyable. Un investissement énorme pour rien, quasiment. Et qu'est-ce qu'il est devenu alors? Il a quand même servi un peu, comme prison. Ah bon? Oui, on y a mis des soldats prussiens après la guerre de 1870, et puis des communards en 1871. Des prisonniers politiques. Oui, comme Henri Rochefort, le polémiste célèbre. Mais très vite, l'armée l'abandonne. Et là, pendant presque 80 ans, il est livré à lui-même. Le vent, la mer, les oiseaux. Il a dû se dégrader énormément. Ah oui, il tombe en ruine, même s'il est classé monument historique en 1950. Mais à cette époque, c'est une ruine, certes majestueuse, mais dangereuse. Et c'est là que le cinéma, la télé, vont entrer en jeu. Mm. Pour le sauver de l'oubli en quelque sorte. Exactement. Premier coup de projecteur, 1967. Le film Les Aventuriers. Ah oui, avec Delon et Ventura. C'est ça, de Robert Enrico. Une scène culte tournée là-bas. D'ailleurs, anecdote, dans des conditions hyper difficiles, l'équipe a été bloquée par une tempête. Ah ouais. Et puis en 1981, il y a eu La chasse au trésor. Avec Philippe de Dieuvelde. Oui, le regretté Philippe de Dieuvelde. Escale mémorable là aussi. L'accès était tellement compliqué que l'animateur a failli se noyer et il est resté coincé sur le fort après le tournage. Ça a marqué les esprits. J'imagine.
Ces apparitions ont dû attirer l'œil, forcément. Surtout celui d'un certain Jacques-Antoine, un producteur de génie pour les jeux télé. Ah, le créateur. Lui-même. En 1988, il a cette idée un peu folle, utiliser ce lieu unique pour un nouveau jeu. Sa société rachète le fort à l'État. Oui. Mais l'astuce, Oui, c'est qu'il le revend aussitôt pour à franc symbolique. un franc symbolique. À qui? Au Conseil général de Charente-Maritime. Et le deal, c'est... Le département finance une énorme restauration. Ah. Et en échange, la boîte de prod de Jacques-Antoine a l'exclusivité pour exploiter le fort pour son émission. Malin. Un montage gagnant-gagnant qui a dû lancer des travaux énormes, j'imagine. Colossaux. Il a fallu construire une plateforme en mer déjà, pour pouvoir accoster plus facilement. Oui, la fameuse plateforme. Nettoyer des décennies de débris, de guano, on parle de 700 mètres cubes quand même. Ah oui, c'est énorme. Et bien sûr, aménager tout l'intérieur pour le jeu, la salle du trésor, la vigie du père Fouras, c'était pharaonique comme chantier. Redonner vie au fort et l'adapter pour la télé. Et ça continue aujourd'hui, cet entretien, ces restaurations. Oui, il y a eu plusieurs campagnes de travaux depuis. Et là, attention, gros projet pour 2025-2027. Ah oui. Quoi donc? L'objectif, c'est de reconstruire le havre d'abordage, le petit port à l'intérieur, et aussi l'éperon brise-lames, une structure qui protège devant. Pour le protéger de la mer, en fait. Exactement. Pour retrouver l'aspect de 1866 et surtout pour protéger le bâtiment de l'érosion marine. C'est crucial, ça le menace vraiment. C'est vital, donc. Et la grande nouvelle, c'est que ces travaux pourraient, peut-être, permettre une ouverture au public. Limitée, mais quand même, en 2028. Ah, ça serait incroyable. Pouvoir visiter le Fort Boyard. Bon, quelle histoire pour le bâtiment. Passons maintenant à l'émission, celle qui l'a rendu célèbre dans le monde entier. L'idée de Jacques-Antoine, c'était donc d'utiliser ce décor naturel incroyable pour un jeu d'aventure. Inspiré des jeux de rôle, c'est ça? Tout à fait. Et ce qui est assez fascinant, c'est que le concept, il a d'abord été vendu et produit au Royaume-Uni. Ah bon? Avant la France. Oui. L'émission The Crystal Maze, lancée en 1990, c'est une adaptation directe du concept de Jacques-Antoine. Elle est sortie avant la version française. Et même en France, il y a eu une version pour enfants avant, Les Mondes Fantastiques. Ah oui, The Crystal Maze, je ne savais pas. Dingue. Donc la version française, elle démarre en juillet 90, sous le nom Les Clés de Fort Boyard. Au début, c'était des anonymes qui jouaient, c'est ça? Oui, et les débuts ont été un peu difficiles. Le vrai tournant, le moment clé, c'est 1993. Qu'est-ce qui se passe en 93? La production décide de faire jouer des équipes de célébrités pour des associations caritatives. Et ça, c'est la formule gagnante, celle qui va assurer le succès durable de l'émission. Ah oui, c'est ça qui a tout changé. Exactement. Et c'est là aussi que les éléments cultes s'installent pour de bon. Le père Fouras, évidemment. Le sage gardien des énigmes. Incarné brillamment par Yann Le Gag depuis 91, l'indispensable passe-partout. André Boucher, depuis le tout début, 1990. Incroyable longévité. Et puis bien sûr, les boyards, les épreuves physiques, les défis intellectuels, tout l'univers qu'on connaît. Une formule qui a su évoluer aussi. C'est peut-être ça une des clés de sa longévité, non? Indéniablement, le jeu n'a jamais été figé. Des épreuves arrivent, d'autres partent. Parfois ça fait râler d'ailleurs. Comme les cylindres. Oui, l'arrêt des cylindres en 2018, ça avait fait beaucoup parler. Ou le remplacement des tigres par des modèles 3D en 2022. Pour le bien-être animal, oui. Voilà, cette capacité à se renouveler, à intégrer de nouveaux personnages, de nouvelles règles, ça a été essentiel. Et puis il y a eu des moments forts, comme le record de gains des Yamakasi en 2001. Ah oui, je m'en souviens. C'était énorme, non? Environ 37 000 €, l'équivalent. Pour l'époque, c'était fou. Et les personnages. C'est tellement important pour l'identité de l'émission. Bon, le père Fouras, Passe-Partout. Il y a eu Passe-Muraille aussi, Anthony Laborde. Oui, et d'ailleurs, depuis 2024, ils peuvent parler et donner des conseils. Ça change un peu les choses. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Il y a eu Félindra, la dompteuse, sans les tigres maintenant. Des figures historiques comme La Boule. Yves Marchessault, oui, malheureusement disparu. Et plus récemment, Blanche et Rouille. Delphine Westpizer. Le chef Willy, complètement déjanté. Willy Rovelier, oui. Et Cyril Gosbou, l'animateur joué par Cyril Ferraud. Hilarant. C'est tout un petit monde, en fait. Un univers qui a largement dépassé nos frontières. L'impact culturel est énorme. C'est le rendez-vous de l'été sur France 2 depuis, des décennies.
Et ça a été adapté partout. Dans plus de 30 pays. C'est fou. Et puis, tous les produits dérivés. Les jeux vidéo, la musique, et maintenant même des centres de loisirs Fort Boyard Aventure. Le public peut aller faire les épreuves. Cette exportation du format, c'est intéressant ça. Qu'est-ce qui fait que ça marche si bien, partout? Au-delà du lieu, du fort français qui est unique évidemment. C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a des éléments universels. D'abord, l'idée du défi, tu vois, le dépassement de soi, physique, mental. Oui, ça parle à tout le monde. Ensuite, la notion d'équipe. Collaborer pour un but commun. Ramasser les boyards. Le côté quête, chasse au trésor, l'aventure quoi. Voilà. Et puis, le mélange d'épreuves très différentes. Il y en a pour tous les goûts. Le cadre du fort est iconique, c'est sûr, mais la structure du jeu elle-même, elle est très solide, très adaptable. Et au cœur de cette émission, en France, pendant 22 saisons quand même, Olivier Mine. Son arrivée en 2003, ça a marqué une nouvelle étape pour Fort Boyard. Ah oui, Il a succédé à Jean-Pierre Castaldi et avant lui, l'animateur historique, Patrice Laffont. oui, une pensée pour lui d'ailleurs, qui nous a quittés il y a peu, juste après avoir tourné une dernière fois comme candidat. Bel hommage. C'est vrai. Et Olivier Mine, lui, a battu tous les records de longévité à la présentation. Ah oui, 22 ans aux commandes, c'est énorme. Et il y a ce clin d'œil du destin, c'est assez incroyable. Raconte. Ses tout débuts à la télé, c'était comme speaker sur Antenne 2, l'ancêtre de France 2. Oui, Et le 7 juillet 1990, une des premières émissions qu'il annonce à l'antenne, c'est quoi? c'est Bastille? La toute première des Clés de Fort Boyard. Non. Sérieux? Si, sans savoir du tout qu'il deviendrait l'animateur emblématique du jeu des années plus tard. C'est là que ça devient vraiment savoureux, je trouve. C'est fou comme anecdote. Et son style, il a évolué pendant toutes ces années, non? Il n'a pas toujours été seul à présenter. Non, non, au début, il a co-animé. D'abord avec Sarah Lelouch, puis Anne-Gaëlle Richaud. C'est à partir de 2010 qu'il est devenu le seul maître à bord. Et son rôle a changé aussi? Oui, je pense. Au début, il était peut-être un peu plus dans la posture du maître du fort, puis il est devenu plus un accompagnateur. Plus chaleureux, proche des candidats, à les encourager, partager leurs émotions. Son interaction avec les personnages était chouette aussi. Avec le père Fouras, notamment. Ah oui, leur joute verbale, leur complicité. Le rôle du père Fouras est devenu central aussi d'ailleurs. C'était une vraie marque de fabrique, cette relation. Comment tu vois l'impact de sa personnalité, peut-être par rapport à Patrice Laffont avant lui? C'est différent. Laffont, c'était peut-être plus le maître des jeux, un peu plus autoritaire, au sens strict. Mine, il a apporté une dimension plus humaine, je dirais, plus empathique, tout en gardant une certaine stature. Oui, il avait cette présence. Il a su créer un lien très fort avec le public, avec les candidats. Son départ, ça marque vraiment la fin d'une époque. D'ailleurs, les analyses récentes suite à son annonce de départ pour M6, Ouais. elles soulignent ça. C'est un tournant majeur pour France Télévisions. Ils perdent une figure très populaire, associée à une de leurs marques les plus fortes. Et pour M6, c'est un gros coup. Ah oui. Et pour l'émission elle-même, la question de qui va prendre la suite, c'est crucial pour l'avenir, évidemment. On a senti l'émotion d'ailleurs lors de sa dernière émission diffusée hier soir. Oui, ces adieux au vieux caillou, comme il l'appelle affectueusement, c'était palpable. Il y a un attachement sincère qui s'est créé entre cet homme, ce lieu et ce jeu. Et c'est ça qui est au cœur de notre sujet finalement. Exactement. Cette symbiose unique. Le fort a donné son décor incroyable à l'émission a sauvé le fort de la ruine, elle l'a rendu célèbre, et Olivier Mine est devenu le visage de cette aventure pour toute une génération. C'est fascinant, mais si on essaie d'analyser cette longévité, exceptionnelle, il faut le dire, qu'est-ce qui a été le moteur principal, selon toi? C'est avant tout la magie du lieu, la force du concept de jeu qui se renouvelle au long des années, ou la personnalité des animateurs et surtout Olivier Mine pendant si longtemps? C'est difficile de séparer les choses, non? C'est probablement un mélange des trois, oui. Le lieu, il est irremplaçable. Il crée une atmosphère unique, c'est certain. Clairement. Le format du jeu est très solide, il est adaptable et il touche à des choses universelles comme le défi, l'entraide. L'esprit d'équipe. Voilà. Et puis, l'incarnation. Les animateurs qui ont su créer ce lien avec le public, c'est fondamental. La longévité du Mine a forcément contribué à fidéliser toute une génération. Chaque élément a nourri l'autre, en fait. C'est cette alchimie un peu complexe qui explique pourquoi Fort Boyard c'est devenu bien plus qu'une simple émission de télé.
Bon, on arrive au bout de notre exploration. On a voyagé dans l'histoire mouvementée de cette forteresse. On a décortiqué un peu les rouages de ce jeu télé devenu un monument culturel. Et on a marqué la fin du long chapitre Olivier Mine à sa tête. Et ça nous amène à réfléchir, hein. Qu'est-ce qui fait qu'un lieu, une émission, s'ancre aussi profondément dans l'imaginaire collectif? Pourquoi Fort Boyard, ça résonne encore si fort après 35 ans? C'est la force du lieu historique, L'appel de l'aventure? l'esprit d'équipe. La nostalgie de nos étés d'enfance peut-être? Sans doute un peu de tout ça. C'est devenu un repère, presque un membre de la famille télévisuelle, quoi. Alors pour conclure, une petite pensée, une question à laisser en suspens. Une page se tourne avec le départ d'Olivier Mine. En même temps, le fort lui-même, il va vivre une transformation majeure avec ses restaurations pour le rapprocher de son état d'origine et, peut-être, l'ouvrir au public en 2028. Quelle sera la prochaine vie de Fort Boyard? Est-ce que le monument historique, enfin accessible, finira par prendre le dessus sur l'imaginaire de la télé qui l'a sauvé? Ou au contraire, est-ce que le fait de pouvoir un jour marcher sur ces pierres, après les avoir vues pendant des décennies à l'écran, est-ce que ça va renforcer encore plus sa légende télévisuelle? L'avenir nous le dira.